Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous reviendrons sur le Monaco Digital Advisory Council qui a vu le jour, un nouveau comité dédié à la cause des femmes. Retour sur la mission économique du Monaco Economic Board à Dubaï. Dubaï, toujours avec le sans faute pour les IMPI. À la Maison de France, le Monaco de Fabrice Monacci. En foot, enfin gagné à domicile. Frédéric Elion vous dira tout sur la rencontre tant attendue. Et en fin de journal, notre invité du week-end, le directeur de la mission pour la transition énergétique, Annabelle Gégeur-Sédou. Avant de parler de transition énergétique avec notre invité du week-end, place à la transition numérique puisque Monaco poursuit sa révolution. Cette semaine, le Monaco Digital Advisory Council s'est d'ailleurs réuni pour la toute première fois. Dominique Poulain vous en dit plus. La transition numérique est une étape importante du développement de la principauté et un vecteur de croissance indispensable pour son avenir. Le MDAC, le Monaco Digital Advisory Council, s'est réuni pour la première fois à Monaco au ministère d'État sous la présidence du prince Albert II. Composé d'experts mondiaux issus des secteurs publics et privés dans le domaine de la technologie numérique, ce comité est piloté par Frédéric Ginta, délégué interministériel en charge de la transition numérique de Monaco. Il a pour mission principale de conseiller Monaco dans sa vision stratégique en matière de numérique et dans la mise en œuvre de ses actions. C'est un énorme défi pour la principauté parce que Monaco est spécifique, Monaco est unique et on ne peut imaginer un modèle qu'en respectant ce qu'est Monaco, à la fois des valeurs d'humanisme, des valeurs d'éthique, de transparence, une histoire, une dynastie. On n'est pas Dubaï, il y a 100 ans il n'y avait pas du sable ici, donc on a vraiment une culture très forte. Et on a une marque très forte et en même temps un besoin de changement. Et donc c'est vraiment la mission de ce comité d'arriver à créer un modèle qui marche les deux jambes, qui soit 100% monégasque et unique, mais qui soit aussi 100% dans un monde digital. Et si on arrive à bien réussir cette transformation, qui touchera la santé, l'économie, la finance, l'éducation, on assurera les 20 ou 30 prochaines années de prospérité pour la principauté et les emplois de nos enfants. Pendant 2 jours, c'est une dizaine d'experts qui se retrouvent pour une réunion de travail. Ils viennent de différents secteurs et de différents pays, des États-Unis, d'Inde, du Japon ou encore de France. Ils se penchent sur l'accélération de la stratégie digitale de la principauté, son élaboration et sa mise en œuvre par le gouvernement princier. On a eu des discussions extrêmement animées, extrêmement poussées en fait, à la fois sur ce qui allait faire gagner Monaco dans les 5-10 ans à venir. Donc on a parlé des facteurs de succès et comment s'assurer que cette transformation allait aboutir au-delà des espérances. Donc ça c'était le premier point. On a ensuite discuté, on a échangé sur l'ambition. Quel pouvait être le rêve de Monaco à 5 ans et à 10 ans. Ce rocher digital en fait qu'on pouvait espérer dans les 10 ans. Et ensuite on est descendu à un niveau un peu plus terre à terre en fait, en se disant bon, ok, dans les 2-3 ans qui viennent, quelles sont les priorités d'action et où est-ce que le gouvernement, le rocher, la principauté et sa population vont mettre l'emphase pour se transformer. La création d'un tel comité du numérique à Monaco constitue un signal fort pour la principauté et son rayonnement international, ainsi qu'un atout non négligeable pour atteindre ses objectifs. Céline Quetalord a été notre invitée de la semaine il y a quelques temps. Vous le savez donc, un comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a vu le jour. Ce comité a été installé par le ministre d'État vendredi matin. Christine Datomel revient sur ses missions. Ce comité a été créé pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et pour combattre toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes. Défendre le droit des femmes, une cause importante en principauté de Monaco. La cause des femmes est une cause essentielle, importante, intemporelle. Qu'aujourd'hui, on voit bien avec des initiatives comme #MeToo que la parole des femmes se libère. Qu'à cette occasion, on apprend cette espèce de violence insidieuse faite aux femmes dans le quotidien, mais aussi au travail, dans des relations hommes-femmes qui ne sont pas toujours assumées. Et donc il était important que Monaco ne reste pas à l'écart de ce mouvement, parce que Monaco, comme je le disais, n'est pas une île.
Et vous lisez comme moi dans les journaux ces comptes rendus d'audience devant les tribunaux où les femmes sont victimes de violences, de discrimination. Et ce comité sera l'endroit où non seulement on pourra faire des propositions, réfléchir, recevoir des témoignages, mais également penser à l'avenir, penser à une société plus juste dans ce domaine. Un comité qui aura donc pour mission d'assurer la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et mesures nationales. Et depuis sa création, 2 mesures ont déjà été prises. Avec l'installation du comité, on lance également la mise en place de 2 mesures qui ont été annoncées ce matin. La première, c'est le lancement d'une étude pour savoir s'il existe des inégalités salariales entre les hommes et les femmes à Monaco, dans le secteur privé et dans le secteur public. Et la deuxième mesure, c'est la mise en place d'indicateurs pour mesurer les violences faites aux femmes. Parce que c'est très important de disposer de chiffres précis et objectifs pour savoir d'où l'on part et où est-ce qu'on peut aller. Selon les résultats que nous obtiendrons, nous ferons ensuite un certain nombre de recommandations au comité pour ensuite mettre en œuvre les actions, puisque c'est un comité qui va agir, qui va passer des paroles aux actes. Un comité qui œuvre pour la promotion et la protection des droits des femmes et qui rassemble des représentants de départements, de services administratifs et de la direction des services judiciaires, des membres du Conseil national, des émissaires d'associations, des entités à caractère institutionnel, ainsi que le haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Un comité qui travaillera de manière très régulière et permanente avec l'ensemble des acteurs concernés. Des réunions de groupes thématiques seront régulièrement mises en place et une fois par an, le comité se réunira pour dresser un bilan et ériger la feuille de route à venir. Partons à présent à l'étranger où se trouve une équipe de Monaco Info à Dubaï précisément pour suivre les différents événements organisés sur place en lien avec la principauté. Avant de parler rugby, place à la mission économique du MEB, Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Dubaï, deuxième économie des Émirats arabes unis, cette ville de plus de 3 millions d'habitants est un centre financier régional pour beaucoup de multinationales. Sa réputation de véritable carrefour commercial du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique, elle le doit notamment à son aéroport le plus fréquenté au monde, 88 millions de passagers en 2017. Une aubaine pour les entreprises désireuses de faire affaire. Dubaï est la destination que le Monaco Economic Board a choisie pour sa dernière mission de l'année. La délégation était composée de 15 sociétés monégasques de 12 secteurs d'activité différents. Pour WES, société proposant du transport sur mesure, ce déplacement aura permis de nouer de nombreux contacts. Nous avons eu la chance d'avoir des rendez-vous de premier ordre, principalement avec l'automobile, le monde de l'automobile, puisque nous avons lancé un nouveau service récemment où nous proposons aux clients VIP ou professionnels un service door-to-door de haute qualité. Donc nous avons vu ici les différentes marques préférées des Émiratis, Ferrari et j'en passe. Donc oui, c'était vraiment une très bonne mission. Dans le domaine du tourisme, des pistes ont également été développées. Monaco reste une destination très appréciée des Émiratis. La mission a commencé par un rendez-vous avec le président du tourisme de Dubaï, avec qui nous avons pu échanger non seulement sur l'expo à venir, sur la présence de Monaco à l'expo, mais également sur les particularités similaires de Monaco et de Dubaï, deux pays qui se sont créés sur le tourisme et qui aujourd'hui ont des économies extrêmement diversifiées. La délégation du MEB menée par Michel Dotta s'est notamment rendue à la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï pour une conférence économique en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Les deux entités ont chacune présenté leurs spécificités pour mieux se connaître. Dans la présentation qui a été faite par le président Seyou de la Chambre de commerce de Dubaï, qui vient juste d'être nommé président mondial de toutes les chambres de commerce. Donc c'est quelqu'un qui est devenu très 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 important au niveau international. Et dans la comparaison qu'il a faite, auquel le prince est intervenu d'ailleurs, il y avait beaucoup de similitudes entre nos deux pays, avec quand même un désir de leur part de connaître comment gérer les family office, ce que nous faisons relativement bien,
et ce qu'ils ne savent pas encore tout à fait faire. À l'issue de cette conférence, un protocole d'accord a été signé entre le Monaco Economic Board et la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï. Un mémorandum qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives de partenariat à l'aube de l'organisation de l'exposition universelle de Dubaï en 2020. Et nous allons rester encore un peu à Dubaï pour parler cette fois-ci du Dubai Rugby Sevens, car comme son nom l'indique, il s'agit d'un tournoi de rugby à 7. L'équipe des Impi participe à l'International Open et on peut dire que les débuts de l'équipe ont été très prometteurs. Alors c'est l'occasion de se demander qui sont justement les Impi et quelles sont leurs chances dans ce tournoi. Émilie Rousseau. C'est l'un des plus grands tournois de rugby à 7 au monde, la deuxième étape du circuit mondial. Le Dubai Rugby Sevens est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de l'Ovalie. Situé en plein désert, l'événement rassemble plusieurs tournois, le HSBC avec les meilleures nations du rugby à 7 et d'autres compétitions ouvertes. Pour la deuxième année consécutive, les Impies, comprenez guerriers en zoulou, participent à l'International Open. Cette équipe est composée de 7 joueurs de l'équipe nationale monégasque et de 5 internationaux. Pour leur premier match, les joueurs de Nicolas Bonnet étaient opposés aux X-Men 2.0, une formation composée d'expatriés. Dès les premières minutes de jeu, les Impies donnent le ton sur le terrain du HSBC. Ils s'imposent aisément 55-7. On a démarré de façon idéale, en plus sur le terrain d'honneur. Un bon départ et surtout la chose qui fait la plus plaisir, c'est que les petits de Monaco ont pu jouer sur le terrain. Ils sont rentrés dans des conditions idéales puisque on va dire que les internationaux avaient fait un petit peu la différence. Donc je pense qu'on démarre de la meilleure des façons. Oui. À peine le temps de récupérer que les Impies enchaînent déjà avec leur deuxième rencontre de la journée. L'opposition sera un peu plus musclée face à cette équipe kazakh, les Amalti Asia Sport, où les erreurs se paient cher. Mais les Impies se mobilisent et font parler leur expérience, victoire 40-22. Je pense que les gars étaient plus fatigués après notre premier match. Le niveau était plus fort sur cette deuxième rencontre. Nous n'avons pas pu récupérer assez de ballons. Vous savez, il y a parfois des matchs qui sont plus simples que d'autres, mais c'est la vie. C'est 2 victoires importantes, c'est très bien. Je suis content, oui, ils étaient un petit peu plus costauds, ils rentraient plus sur les joueurs que dans les intervalles. Du coup, voilà, mais ça fait plaisir, la victoire fait plaisir. Grâce à leurs 2 victoires, les Impies savent de quoi ils sont capables dans ce tournoi. Ils sont désormais assurés de jouer les quarts de finale de la compétition. Retour en Principauté afin de découvrir une toute nouvelle exposition. Elle est proposée au cœur de la Maison de France. Il s'agit de l'artiste Fabrice Monacci. Il faut dire que la Maison de France a multiplié les rendez-vous cette année à l'occasion de ses 90 ans d'existence. Une seule lettre à peine différencie le nom de cet artiste et Monaco qu'il aime tant. Fabrice Monacci est un véritable amoureux de la Principauté qui constitue pour lui une source d'inspiration permanente. Plusieurs de ses œuvres permettent ainsi de plonger dans le passé de la Principauté, sans oublier son présent. Il y a même une interpénétration sur plusieurs tableaux où il y a des vues d'immeubles d'aujourd'hui dans un contexte d'hier, ce qui permet aux personnes qui ont mon âge ou plus âgés d'avoir des époques que nous n'avons pas connues et de voir par exemple la gare de Monte-Carlo avec derrière le Mirabeau, donc évidemment un choc disons de 2 époques qui se parlent, qui se contrebalancent et qui évidemment font quelque chose de sympathique. On était bien loin de la gare souterraine à l'époque que l'on connaît aujourd'hui. Comment travaillez-vous ? À la plume, encre de Chine et aquarelle. Et pour les œuvres plus récentes, de l'acrylique. Mais en forme d'encre, ce qui fait qu'on a une liquidité, une transparence, tout en ayant une profondeur. Des œuvres plus récentes qui sont, elles, présentées au rez-de-chaussée de la Maison de France avec un style plus enlevé, selon le terme employé par l'artiste. La Maison de France qui vivait une année toute particulière. Nous avons déjà reçu M. Monacci, c'est le coup de cœur, M. Monacci. Et on s'est dit qu'à la Maison de France, vraiment, il trouvait toute sa place. Voilà. Et la raison aussi, c'est que nous clôturons avec lui le 90e anniversaire de la Maison de France. Les portes de cette Maison de France sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h30 pour vous permettre de découvrir les œuvres de Fabrice Monacci jusqu'au 14 décembre.
Et vous le savez, l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Les nouveaux ateliers techniques communaux viennent d'être inaugurés. Ils se trouvent en lieu et place des anciens locaux du club bouliste monégasque sous le stade Didier Deschamps à Cap-d'Aille. Et ils regroupent désormais l'ensemble des ateliers des services techniques communaux, mais aussi ceux de la police municipale et du service animation de la ville, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce projet de regroupement a nécessité 5 années d'études et près de 10 mois de travaux. 45 personnes se partageront ce nouvel espace sur plus de 3000 m² répartis en bureaux, ateliers, vestiaires et entrepôts. C'est au Grimaldi Forum que s'est tenu pendant 2 jours le Day One Forum, ce sommet auquel a assisté le prince Albert II et qui a réuni des décideurs et organisations autour du thème du développement digital global. L'objectif étant d'avoir un impact positif sur le monde de demain. Il s'agissait donc de débattre des moyens de traduire les évolutions technologiques en bénéfices réels pour l'humanité, en développant et investissant dans des solutions concrètes. Passons au sport et au football. Après leur défaite à Madrid en Ligue des Champions, Monaco renoue avec le championnat de Ligue 1 ce week-end, face cette fois-ci à Montpellier. Alors quelles sont les chances de l'équipe de Thierry Henry? Frédéric Elian. C'est une statistique aussi incroyable que révélatrice des mots monégasques. Depuis le 18 août, date du premier match à domicile de la saison, Monaco ne s'est jamais encore imposé au Stade Louis II en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Un chiffre qui explique pour beaucoup la 19e place actuelle au classement. Après la défaite assez anecdotique à Madrid face à l'Atlético en Ligue des Champions, où les jeunes ont montré un beau visage, Monaco retrouve le championnat avec la réception de Montpellier samedi, 3e du championnat à 1 point de Lyon, avec l'envie de gagner enfin à domicile. J'ai dit avant le match de Madrid que notre bataille c'est Montpellier donc samedi. Essayer d'enchaîner une autre victoire, avoir deux d'affilée, ça serait pas mal, et même bien, pas seulement pas mal. Essayer aussi de gagner ce premier match à la maison de la saison. C'est pas arrivé depuis un petit moment, donc voilà, essayer d'enchaîner après cette victoire à Caen. La saison passée, Benjamin Henriks a disputé 22 matchs sous le maillot de Leverkusen. Cette année, le défenseur polyvalent en a déjà joué 13, toutes compétitions confondues avec Monaco. Il est l'une des meilleures recrues de l'intersaison. Je suis très heureux d'être ici. C'est très différent pour moi par rapport à la saison dernière à Leverkusen, car je joue beaucoup plus ici. Le coach me fait confiance et j'essaie de lui rendre sur le terrain. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'une légende comme Thierry Henry vienne dans ton club. C'était une idole pour moi quand j'étais petit, ça l'était pour beaucoup de jeunes de l'équipe aussi, j'imagine. C'est un honneur d'avoir un tel coach. L'infirmerie est toujours bien remplie, Ronny Lopez et Stevan Jovetic sont en soins et en réathlétisation, Glick et Pellegrini sont encore un peu justes. Je vous en parlais au début de cette édition. Nous allons à présent rejoindre notre invité du week-end, le directeur pour la mission pour la transition énergétique, Annabelle Gégeur-Sédou. Et nous sommes sur le site de Monacotech puisque la mission assurait une présentation vendredi matin. Bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes pour cet entretien. Bonjour, merci à vous. Alors, nous allons bien évidemment parler de transition énergétique. Alors, toute première question, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas encore véritablement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qui se cache d'ailleurs derrière ces termes de transition énergétique? La transition énergétique, c'est comment nous allons migrer en fait d'un monde qui se base sur une consommation d'énergie fossile, donc émettrice de gaz à effet de serre, à un monde qui devrait réussir à ne consommer qu'une énergie non émettrice de gaz à effet de serre, donc non fossile. Voilà, donc cette transition, c'est un chemin que l'on doit mener dans l'ensemble de nos sociétés développées économiques, donc évidemment ici aussi à Monaco, pour nous détacher en fait de cette énergie carbonée et aller vers donc une neutralité carbone qui est notre objectif à 2050.
Et vous êtes ainsi en principauté à la tête de la mission pour la transition énergétique. Quels sont, j'allais dire, vos grands objectifs dans un avenir proche ? Nos grands objectifs, ils sont assez clairs en fait. Compte tenu de cet objectif de neutralité carbone, donc d'une économie décarbonée, on a un premier objectif à 2030 qui est de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, on vise de façon très pragmatique les secteurs les plus émetteurs, donc le secteur des déchets, le secteur de la mobilité, le secteur du bâtiment, qui sont à Monaco les 3 secteurs les plus émetteurs. Donc il faut traiter ces 3 secteurs, réduire nos émissions dans ces 3 secteurs. En parallèle de cela, on travaille sur notre production d'électricité et essayer d'avoir une production plus renouvelable, donc à base d'énergie renouvelable. À Monaco, nos 2 grandes sources d'énergie renouvelable, c'est le solaire. Donc continuer, multiplier les équipements solaires photovoltaïques sur nos toits à Monaco, c'est vraiment un des gros travaux de la mission transition écologique. Et puis l'autre, c'est l'énergie de la mer. Utiliser les calories de la mer, c'est une spécificité que déploie Monaco depuis des années, le quartier de Fontvieille. Dans lequel nous nous trouvons, puisque nous sommes sur le site de Monacotech. Donc utilise cette énergie de la mer et demain nous voulons multiplier ces réseaux de chaleur à la Condamine, au Larvoto, pour avoir donc une énergie renouvelable. Et l'autre, et enfin le dernier volet, c'est on dépend bien sûr de l'énergie que l'on achète à la France, principalement. Cette énergie, on souhaiterait qu'elle soit là aussi d'origine renouvelable. Donc avec une société qu'on a fondée avec la SMEG, qui s'appelle MER, donc Monaco Énergie Renouvelable. Notre objectif est en fait d'acheter ou de développer des centrales photovoltaïques, par exemple, pour que toute cette énergie qu'on importe, eh bien, ça soit aussi là de l'énergie décarbonée. Dernière chose, pour que la transition soit réaliste, elle soit faisable, eh bien, il faut bien sûr que la société y adhère, que la communauté monégasque monte dans le bateau de cette transition énergétique. Elle ne pourra pas se faire sans elle, sans les individus qui sont ceux qui ont une mobilité, qui chauffent leur logement, sans les entreprises monégasques qui sont aussi bien sûr des émetteurs de gaz à effet de serre. Donc la dernière partie de cette transition, c'est bien sûr de le faire ensemble. Finalement, j'aurais 3 mots-clés, c'est faire vite, faire mieux, mais le faire ensemble. Et justement, pour parvenir à fédérer un maximum de personnes et d'entreprises, comme vous venez de le dire, il est important de multiplier, j'allais dire, les actions de sensibilisation. Ah oui, bien sûr, la pédagogie, l'explication des enjeux, l'explication de comment chacun peut agir, comment chacun a un rôle dans sa vie individuelle comme dans sa vie professionnelle. Et encore une fois, donc, sur ces 3 secteurs, donc, sur ma mobilité, sur la façon dont je me chauffe, sur les produits que je consomme, d'où ils viennent, sur mon énergie. Et voilà, mais ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir à chacun des moments de notre vie. Eh bien, il faut l'expliquer. Il faut donner les outils pour faire autrement. Et c'est un travail, en effet, assez quotidien que porte la mission transition énergétique à la rencontre des résidents, à la rencontre des entreprises, à la rencontre des acteurs, à la rencontre de ceux qui nous demandent ces informations. Et heureusement, cette demande est forte aussi. Alors une demande forte, est-ce que vous avez, dernière question, le sentiment justement que les mentalités évoluent au fil des mois assez rapidement, la prise de conscience est là, notamment, je le rappelle, en principauté où Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, multiplie justement les actions en faveur de la planète? Il est évident que l'engagement du Prince est un atout fantastique pour cette prise de conscience qui, oui, me semble-t-il, est largement partagée. Maintenant, le passage à l'acte, c'est un peu plus compliqué. Et là, je le dis avec le sourire, mais sans aucun jugement, parce que c'est un passage à l'acte qui est compliqué pour chacun. Moi, la première, on a tous nos incohérences, et c'est tous là-dessus qu'on doit réfléchir. On a quand même des difficultés culturelles à passer le pas, ne serait-ce que pour mieux trier nos déchets, ne serait-ce que pour changer de mobilité. Et à Monaco aussi, à l'intérieur de Monaco aussi, ce n'est pas que les pendulaires qui nous posent un problème. Voilà, donc c'est une prise de conscience généralisée, un passage à l'acte un peu plus laborieux et sur lequel chacun doit réfléchir et s'engager. D'où l'idée du pacte national pour la transition énergétique. Vous en parlez, oui, qui est quand même que l'on peut signer encore à tout moment et qui nous permet finalement au quotidien peut-être de mesurer que chaque petit geste
peut-être le maillon d'une grande et belle chaîne en faveur de notre avenir à tous? Oui, c'est tout à fait ça, et c'est surtout s'inscrire dans l'idée d'une démarche de progrès. Voilà. Et c'est vraiment l'idée qu'on veut faire passer, et c'est une démarche dans la durée. Donc quelqu'un qui fait cet acte de s'engager réfléchit au moment où il s'engage, donc à son impact, à comment le réduire. Et nous, on souhaite l'accompagner, que ce soit un individu ou une entreprise, tout au long de cet engagement pour qu'il progresse et qu'il aille évidemment bien plus loin encore. Merci beaucoup et merci pour cet entretien. Merci, avec plaisir. Voilà donc pour cet entretien avec Annabelle Gégeur-Sédou, et vous l'avez entendu, n'hésitez pas à signer le pacte pour la transition énergétique. Place à présent à vos prévisions météo. Le week-end sera placé sous de meilleurs auspices que la fin de la semaine. Samedi sera en effet une belle journée. Le soleil reprendra des couleurs après un vendredi très gris. Dimanche, les nuages seront en revanche un peu plus nombreux et le soleil aura plus de mal à se frayer un chemin. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés. Lundi, la journée sera peu ensoleillée, mais le temps restera sec. Mardi, c'est une belle journée qui nous attend. Enfin, mercredi, alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures grimperont jusqu'à 17 degrés au meilleur moment de la journée. Je vous le disais précédemment, nous étions sur le site de Monacotech et il va justement être question de Monacotech épisode 12 juste après cette édition. Merci encore pour votre fidélité et très bon week-end.